Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce début d'année et espérons que vous vous portez bien. Avec moi dans les studios, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Bonne année et bonne année à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup Tite. Ouais. À vous aussi. Tite, l'année n'est qu'à son 4e, 5e jour. Mais des basculements commencent à se faire sentir. Oui. Prenons d'abord le Congo, en RDC. Tshisekedi a récemment bloqué le processus de Doha, affirmant qu'ils ne reviendront plus sur la table des négociations. Pouvez-vous nous parler un peu de ce revirement habituel de Revirement, est-ce qu'il y a vraiment revirement ou il y a comme une continuité séquentielle des attitudes du président Tshisekedi, de ses propos, de ses incohérences, de ses tergiversations. Il est allé à Doha à sa demande. Voilà les contradictions du président Tshisekedi. C'est lui qui, la première fois, approche l'émir du Qatar pour qu'il fasse une rencontre avec le président Kagame. Et c'est le président Tshisekedi qui ne se présente pas le jour du rendez-vous. La deuxième fois, je me souviens très bien, parce que c'était un événement planétaire. C'était la finale de la Coupe du Monde à Doha. Et donc l'émir du Qatar dit, on pourrait se voir après la remise de la Coupe du Monde. Tshisekedi dit oui. Il envoie même ce que chez les chefs d'État on appelle Advance Party. Il y a une délégation de Kinshasa qui est présente à Doha et qui prépare l'arrivée de son président qui s'est fait porter pâle. Et donc, là, pour la troisième fois, c'est maintenant pas avec le Rwanda, mais avec l'AFC M23. Compte tenu du fait que le Qatar a une expertise en matière de médiation. Le Qatar est un pays tiers qui est vraiment, on va dire, géographiquement un peu plus éloigné. Mais on a vu que même pendant les séances entre l'AFC M23 et la délégation congolaise, il y a toujours eu ce jeu de valse. Ils sont là, ils ne sont pas là, et ils acceptent sous réserve, ils disent qu'ils ne peuvent pas s'engager, il faut qu'ils s'en réfèrent à Kinshasa. Ils arrivent en retard, qui est une marque de non-respect à la fois de vos hôtes et de ceux avec qui vous allez discuter. Ils interrompent comme ça les séances et ainsi de suite. Chaque fois qu'on veut arriver à un point important, la délégation de Kinshasa trouve toujours des pirouettes pour ne pas aller de l'avant. Mais le président Tshisekedi lui-même vient de déclarer que Doha et lui, c'est fini. Mais Doha a le mérite d'avoir obtenu la signature de l'accord de principe entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23. Dans cet accord de principe, pour montrer combien Kinshasa, il y a la mauvaise foi. En droit, on dit la bonne foi se présume. Tout le monde est présumé être de bonne foi. La mauvaise foi se prouve. Et il y a comme ça une multitude d'éléments factuels qui peut démontrer la mauvaise foi de Tshisekedi. Sur l'accord de principe signé avec l'AFC M23, ce qu'ils ont dit des mesures de rétablissement de confiance. La délégation de Tshisekedi s'engage à libérer les prisonniers, les détenus politiques. Tutsi congolais qu'on a pris parce qu'il est porteur du délit de faciès.
Kinshasa s'engage à réouvrir les banques parce que la fermeture de banques est une sanction contre la population qui n'a rien fait de mauvais. Kinshasa s'engage à respecter le cessez-le-feu immédiatement, aussitôt après la signature. Kinshasa s'engage à étudier avec les autres les causes profondes des crises récurrentes à l'est du Congo. Avant-hier, si vous avez suivi le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, il dit pas un pas de Tshisekedi dans tout ce qu'il a accepté. Ça veut dire que les prisonniers politiques, Tutsis congolais, tous les proches des dirigeants de l'AFC M23 qui ont eu le malheur d'avoir des liens de famille avec eux, tous ces gens qui sont en prison, dans des conditions inhumaines, personne n'a déjà été remis au CICR. Voilà la mauvaise foi de Kinshasa. Et donc, ce n'est pas très étonnant que Tshisekedi, dos au mur, qui ne peut pas passer la phase pour analyser les causes profondes et donc risque de se retrouver lui-même comme problème dans le dossier, dit comme ça, comme une pirouette, nous, on n'ira plus à Doha. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas, et c'est de là, dans la droite ligne de la politique du président Tshisekedi. Mais alors, Tite, vous parlez, entre autres, Doha a fait quelque chose pour que M23 et Kinshasa signent. Mais pas plus tard qu'hier, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères burundais faire des remarques négatives sur le rôle de Doha en RDC. Mais qu'est-ce qu'a fait Doha ou qu'est-ce que n'a pas fait Doha? Le ministre burundais des Affaires étrangères a dit tout haut ce que son chef pense, ce que leur entourage pense, ce qui se dit à Kinshasa, Kinshasa qui est leur partenaire à la fois dans l'idéologie génocidaire et dans l'extermination des Tutsis congolais, y compris, ils se sont vantés, leur porte-parole de l'armée, du blocus de Minembwe. Ce n'est pas un dérapage. Non. Mais nous avons vu le président burundais le désavouer. Oui, justement. J'explique ceci. Étant donné que vous avez beaucoup de similitudes à Kinshasa comme à Bujumbura, des gens qui sont irréfléchis et des gens qui sont irresponsables, des gens qui ne pèsent pas leurs mots avant de s'exprimer, étant à un niveau très élevé du pays. Un ministre des Affaires étrangères engage son pays. Je ne suis pas sûr que celui du Burundi a conscience de ça. Un ministre des Affaires étrangères incarne la diplomatie de son pays. La diplomatie a des règles. La diplomatie a un langage. La diplomatie a des attitudes. On dit toujours que les diplomates sont smart, ils ont un langage châtié. Il y a un protocole en diplomatie. C'est comme chez les avocats, c'est comme chez les médecins, c'est comme chez les militaires. Vous n'allez pas vous comporter comme un militaire quand vous êtes un civil. Le militaire vous détecte tout de suite. Et donc, chef de la diplomatie burundaise, s'exprimer à ce titre et dans ces termes, ça traduit l'état d'esprit, pas seulement le sien, mais celui de son président et ce qui se dit à Kinshasa où on n'a pas le courage d'avouer. Regardez un peu cette concomitance. Tshisekedi déclare forfait pour Doha. Le ministre burundais des Affaires étrangères commence à dire que le Qatar a joué un rôle négatif. Le Qatar a obtenu l'accord de principe, je viens d'en parler. Le Qatar a obtenu la déclaration sur la liste des points qui doivent faire l'objet d'analyses approfondies.
Et au nom de quoi il se permet de le dire? C'est parce que Doha ne leur a pas fait plaisir. Doha n'a pas cédé au discours victimaire. Doha a dit, écoutez les gars, vous allez arrêter avec le discours de haine. On ne peut pas être en train de négocier et voir des officiels multiplier le discours de haine. Doha leur a dit, Kinshasa, c'est quoi votre lien avec les FDLR? Les FDLR sont en train de diffuser le discours génocidaire et vous êtes voilà. Je crois que Doha a servi de miroir au pouvoir de Kinshasa et ça commence à déranger le président Tshisekedi. Et comme Bujumbura est très lié à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères fait du zèle. En fait, il dit ça, c'est le partage entre Bujumbura et Kinshasa, mais lui commet la grosse maladresse de le dire publiquement et de l'écrire. Même s'il a retiré le tweet, c'était trop tard, les gens l'avaient déjà enregistré. Si son président vient le contredire, j'espère qu'on va en parler, ça vous montre qu'il y a deux lignes diplomatiques à Bujumbura. Alors nous prenons laquelle, nous qui sommes à l'extérieur. On va suivre le ministre ou on va suivre le président? Qatar, c'est négatif. Le président arrive, non, ce sont nos amis, j'apprécie beaucoup, on a de bonnes relations, il y a pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours des deux hautes autorités de la diplomatie burundaise. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, et c'est parce que tu disais, ils sont irréfléchis, ils sont irresponsables, ils sont immatures politiquement. Le ministre des Affaires étrangères aurait dû démissionner au lieu de supprimer son tweet. Mais d'où venait alors la prochaine question? Est-ce que peut-on parler de crise interne dans la politique burundaise? Parce que avec ce qui s'est passé, je ne pense pas que ce soit une crise, parce que ce n'est pas une contradiction comme les contradictions auxquelles on assiste entre le président du parti et le chef de l'État. Non, ça, je disais, le ministre des Affaires étrangères a commis une maladresse parce que lui, il incarne la diplomatie. Il aurait dû avoir un langage beaucoup plus approprié à la diplomatie. En diplomatie, on n'insulte pas. On habille ces mots. On trouve des créneaux pour passer des messages. Les diplomates ne viennent pas s'exprimer sur la place publique comme des vulgaires types. Non. Ça n'est pas une crise parce que je disais que ça se murmure à Bujumbura et à Kinshasa. Doha ne fait pas plaisir à Kinshasa et donc Bujumbura est solidaire de Kinshasa. Et ça n'est pas une crise. Donc selon vous, nous n'allons voir aucune répercussion sur ce ministre? Il y aura... Non, sur le plan interne, non, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. La crise politique n'est pas entre le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Elle est entre le chef du parti Ndikurio, qui est en train de constituer ses équipes en vue de la prochaine présidentielle. Le président est out. Il n'assume pas vraiment bien ses propos, ses prises de position, et voyez les séquences. Chaque fois que le président du parti a l'occasion, il démolit son président de la République. Il prend souvent, en tout cas, le contre-pied. La crise, elle est à ce niveau-là. Donc, il faudra voir le ministre des Affaires étrangères sur la scène. Il est de quel côté? Est-ce qu'il est du côté de son président? Dans ce cas, le président va dire, c'est pas grave. Est-ce qu'il est du côté du président du parti? J'étais en train de penser à quelque chose que je peux partager. Compte tenu du rapport de force
sur la scène politique burundaise. Je crains, je ne suis pas certain, mais je crains que le président soit même incapable de limoger son ministre des Affaires étrangères. Si c'est vraiment un des hommes du dispositif de Révérien, le président ne pourrait pas le limoger. Donc, ce n'est pas une crise entre les deux. Il va pouvoir continuer. Il va nous en montrer d'autres dans les jours à venir. Il ne va pas se taire. Et oui, voilà. Vous parliez de Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du CNDD-FDD. À part qu'il a récemment quitté le Sénat, son poste de président du Sénat. Il n'était pas président du Sénat, il était membre du Sénat. Membre du il Sénat. était sénateur. Sénateur, Ouais. oui. Il a récemment déclaré aux habitants du Burundi demandant qu'est-ce qu'ils vont faire à Uvira. Ça, c'est une dernière actualité. Mais la question que je voulais vous poser, Oui. pourquoi aujourd'hui vouloir empêcher les Burundais d'aller à Uvira aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Pourquoi c'était pas avant? Parce que la prise ou la chute d'Uvira a montré à la face du monde que le président Ndayishimiye, qui bombait le torse que Uvira ne tombera jamais, Uvira est protégé par l'armée burundaise, et Uvira c'était le pont pour aller faire le blocus de Minembwe et donc exterminer les Banyamulenge, l'armée burundaise en association avec les Maïmaï, Yakutumba et consorts, avec quelques éléments des FARDC et des FDLR. Quand Uvira tombe, Uvira symbolise l'alliance entre Bujumbura et Kinshasa. Étant donné que Uvira est à plus de 2000 km de Kinshasa, l'allié Tshisekedi devrait compter sur l'allié Ndayishimiye pour préserver le verrou Uvira. Mais parce que l'armée burundaise ne pouvait pas tenir face aux hommes du général Makenga, Uvira ne pouvait pas. Donc, quand Uvira tombe et que les Burundais sont obligés de se replier chez eux, du moins ceux qui sont restés, parce qu'il paraît qu'ils en ont perdu beaucoup dans les affrontements, que les Wazalendo, s'il n'a pas attrapé le bateau de la veille pour aller à Kalemi, est obligé de se replier vers Bujumbura avec les FARDC, avec quelques FDLR. Qu'il y a une pression de la population qui se réfugie vers Bujumbura. Bujumbura n'avait pas anticipé tout ça, ce qui est aussi une faute en termes de réflexion stratégique. Ils n'ont pas anticipé, et donc, ayant cette pression des militaires et des civils chez eux, ils commencent à commettre beaucoup de maladresses. Que Ndikuriyo le disent sur un ton un peu risible. Hein? Qu'est-ce que vous allez chercher à Uvira? Non, chef. Uvira, c'est le lieu d'approvisionnement où la capitale Bujumbura peut respirer grâce à Uvira. Mais ce qu'il n'a pas dit et qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fermant la frontière d'Uvira, on prend en otage les réfugiés congolais qui considèrent qu'une fois Kamanyola, Luvunge, Sange, jusqu'à Uvira, pacifiés par la FCM 23, ils n'ont plus de raison de craindre pour leur vie, ils veulent rentrer. Et quand ils veulent rentrer, la manne humanitaire qui allait se déverser sur Bujumbura va sécher. Et c'est pour ça que vous voyez les autorités burundaises commettre des maladresses, parce qu'ils attendaient beaucoup de cette manne humanitaire pour renflouer
les caisses en devises. Et c'est cette panique-là qui fait qu'on assiste à des propos très maladroits de la part des plus hautes autorités du Burundi. Oui. Il n'aurait pas dû dire ça. Comme dirait quelqu'un, il a raté une belle occasion de se taire. Mais en parlant d'Ouvira, quel est l'état actuel de son administration? Qui sont les chefs aujourd'hui à Ouvira? Bonne question. L'administration précédente a fui. Le gouverneur dont le siège est à Bukavu avait délocalisé ses bureaux et son administration sur Ouvira. Il a dû fuir. Généralement, en prenant l'exemple de Goma, de Bukavu, sans oublier Rutshuru et Masisi, les zones libérées sont administrées par l'AFC M23. Et donc, arrivé à Ouvira et que les parrains de la médiation disent quitter Ouvira, je disais que les Wazalendo, les FARDC, Burundais ont détalé pour quitter la ville. Donc, étant donné que la ville n'est pas aux mains de l'AFC M23, ces derniers ne peuvent pas l'administrer. L'administration précédente a pris ses jambes au cou. Aujourd'hui, Ouvira est un no man's land. Il n'y a ni administration, il n'y a pas de service, il n'y a aucune police, il n'y a pas de militaires. Willy Michiki, le député parachuté vice-président de Wazalendo, a beau proclamer que ces Wazalendo sont rentrés dans Ouvira. C'est de l'arnaque, c'est un gros mensonge. Ouvira, on va dire, est abandonné à lui-même. Mais quand l'AFC M23 a annoncé son retrait d'Ouvira, c'était en faveur des processus de paix. Je parle de Doha. Tshisekedi a annoncé qu'il quitte Doha. Comment entrevoyez-vous la suite? Est-ce que l'AFC M23 va revenir à Ouvira? Est-ce que l'AFC M23 revient sur Ouvira ou pas? L'AFC M23 n'a pas de prétention de conquête des territoires. Il faut que ça soit clair. À ma connaissance, l'AFC M23 se bat pour les droits de ces populations persécutées. Hein? On voit bien, depuis l'Ituri, Kivu, jusqu'à chez les Banyamulenge. L'AFC M23 se bat pour le retour de la bonne gouvernance. C'est ce qui a été convenu à Doha. L'AFC M23 se bat pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et donc, pour éviter justement l'amalgame de Kinshasa, de dire les voilà encore qui ont repris Ouvira, après Ouvira, ce sera Kalemi, ils oublient une chose fondamentale. L'État est absent de toutes ces zones-là. Et donc, la reprise d'Ouvira, ce sera, à mon sens, au cas où ces forces négatives s'aventuraient à venir inquiéter encore la population. Il y avait quand même des rackets, il y avait des meurtres, il y avait des assassinats. Il y a eu à 2 reprises, si je ne m'abuse, une guerre interne entre Wazalendo et FARDC. Mais ça, c'est sur le dos de la population. Je vous passe les rackets et les massacres des pauvres citoyens, des commerçants qui doivent baisser le rideau chaque fois qu'ils voient un FARDC ou un Wazalendo. Et donc, l'arrivée de l'AFC M23 avait soulagé la population. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette population est en train de crier très fort, d'appeler au secours
et de demander à l'AFCM 23, ne nous abandonnez pas. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils rentrent dans Uvira? Parce qu'on leur a demandé de quitter, qu'ils sont disciplinés, qu'ils sont bien intentionnés, qu'ils font preuve chaque fois de bonne foi et qu'ils se sont retirés. Ça dépendra de la conjonction de tout ça. En cas de menace, de péril sur les populations, l'AFCM 23 ne va pas croiser les bras. Mais alors, Tite, où sont toutes ces personnes qui criaient quand Uvira est tombé, l'AFCM 23 a conquis Uvira, maintenant qu'il n'est plus là? Ces personnes, ils sont où? Je veux dire, la communauté internationale. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Je ne les ai pas vus, je les entends, je lis leurs communiqués. Il faut avouer, il y a une forte hypocrisie dans la gestion des dossiers pareils, à commencer par les troupes des Nations Unies, dont la première des assignations, c'était la protection des civils. Depuis 25 ans, on a vu ce qu'on a vu. Hein? Les groupes armés se sont multipliés comme des champignons au nez et à la barbe de la MONUSCO. La grande question, c'était celle-là. Retirez-vous d'Uvira. Très bien. Mais ce vide-là va être comblé par qui et comment? Ça ne vous regarde pas, on vous intime l'ordre de vous retirer. Ok. Nous sommes des jeunes Congolais très disciplinés. Nous suivons ce que nos autorités nous disent. Les autorités de l'AFCM 23 leur demandent de se retirer. Ils se retirent. Où sont ceux-là qui ont demandé qu'on se retire d'Uvira? On vient de parler du vide administratif, du vide institutionnel, du vide sécuritaire dans Uvira. Ces gens auraient dû, moi je pensais bien qu'ils demandaient quitter pour que nous puissions remplacer par une force neutre, qu'on puisse déployer quelques militaires, au moins une présence symbolique de la MONUSCO. On vient quand même de renouveler leur mandat pour 2026. On a renforcé le mandat. Il y en a... Bon. Non. Ça fait 2 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça va faire 1 mois, après ça fera 2 mois. Ils doivent l'avoir fait aussi dans la précipitation. Ils ne s'attendent pas à ce que, quand même, ce soit les FARDC qui reviennent là-bas. Les FARDC sont la première cause d'insécurité en République démocratique du Congo. Donc, ils ne peuvent pas retourner là-bas pour continuer à harceler la population. Les Ouazalendo n'en parlent pas. Écoutez, les Burundais ne vont pas s'aventurer dans Uvira avec le climat que nous voyons. Et donc, moi, je crois que cette question, elle est pertinente et elle n'a pas de réponse, en tout cas, je pense, claire à ce jour. Mais alors, Tite, vous venez de parler, entre autres, des FARDC principales causes de l'insécurité. Oui. Nous avons vu très, très récemment, si ce n'était pas avant-hier, des bombardements de drones à Massissi. Oui. Et toujours des bombardements dans des zones civiles. Oui. On a observé toujours cette, est-ce qu'on peut dire, condamnation timide, des réactions internationales qu'on n'a pas vues. La MONUSCO, je pense que, et là, les FARDC, la MONUSCO, bombardement de Sissi. L'un des grands hommes de la philosophie existentialiste, Albert Camus, disait: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Ça n'est pas la première fois, ça n'est pas la deuxième. L'usage des drones et des Sukhoi, des bombardements dans des zones densément habitées,
Et quand vous lisez les communications de l'AFCM 23, vous apprenez que ces engins sont pilotés par des mercenaires, lesquels mercenaires connaissent très mal la configuration géographique de l'Est du Congo. D'autres drones étaient pilotés depuis Bujumbura quand il y avait le blocus de Minembwe. Là, vous avez un bombardement dans Massissi où les gens civils sont entassés. Ça, c'est un fait. Il y a eu bombardement avec une concentration de la population, donc on a massacré des civils. Votre deuxième question, c'est la réaction timide de cette fameuse communauté internationale. Le communiqué de la MONUSCO est une honte. Plutôt que de produire un communiqué comme ça, il vaut mieux s'abstenir. Un communiqué qui est vague, qui ne désigne pas le coupable, qui ne protège pas... La MONUSCO n'est pas là pour nous produire des communiqués. La MONUSCO est là pour protéger les civils. Voilà qu'on est en train de bombarder des civils. Et tout ce que la MONUSCO sait faire, c'est... la protection des civils. Ce serait peut-être bien qu'on pense aux civils quand on pilote les drones et que, franchement, bon, attendez... Non. MONUSCO ne vient pas faire la morale. Non, la MONUSCO est là pour protéger les civils. Médecins sans frontières a cité nommément les FARDC. Parce qu'eux, ils ont des hôpitaux qui gèrent là-bas et l'hôpital a été bombardé. Ce n'est pas la première fois. MSF était encore présent du côté de Walikale. Ils étaient à Mwenga, ils ont fermé. Et donc, oui, des bombardements du gouvernement sur des civils, et ça n'est pas la première fois. Des réactions très timides, vagues, qui confondent bourreaux et victimes, qui essaient de draper ça dans un linceul tout blanc, pas très blanc, kaki, non, gris, gris foncé, gris clair. On ne voit pas bien. Et les autres qui carrément décident de se taire. Mais ce sont les grands donneurs de leçons, ces gens-là. Human Rights Watch, ils sont un peu distraits parce qu'il s'agit des populations Banyarwanda. Ah oui, Amnesty International, on n'exige pas une enquête indépendante pour envoyer des équipes sur le terrain et voir... non, ça va. Voilà ce qu'est cette communauté internationale. Il ne faut pas attendre grand-chose de ces gens-là, que ce soit les États, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les ONG, non. Ils sont mus par des jeux d'intérêt, ils s'alignent parfois sur des histoires de non-droit, ils prennent parfois position dans la précipitation. On a vu combien de fois, avant le M23, accusé des forfaits commis par les FARDC. Même la MONUSCO s'était mis à ce jeu-là. On a vu combien de fois l'AFC M23 accusé de bombardements des FARDC à l'époque où ils avaient la SADC avec eux, les mercenaires et tout ça. Des bombes tombent à Mugunga où il y avait beaucoup de déplacés. Les témoins sur place affirment que ça, c'est l'œuvre des FARDC. Des Wazalendo qui tirent une femme dans le dos et quelqu'un qui est en train de filmer ça dit voilà, ça c'est nos Wazalendo là. Et dans une heure, vous avez un communiqué de la MONUSCO relayé par on ne sait qui dit l'AFCM 23 est en train de tuer la population. On a vu ça plusieurs fois.
lors de la prise de Goma, les FARDC ont tué déjà à l'hôpital de Katindo et dans ses environs. On a failli mettre ça sur le dos de l'AFC M23. Dans leur fuite à Bukavu, l'AFC M23 est encore du côté de Kalehe. Mais Kavumu, Katana, Kabare, dans Bukavu, il y a des vols, il y a des viols, il y a des pillages. Et les gens filment ça. Ils ont voulu mettre ça sur le dos de l'AFC M23. Et donc, on voit parfois même ces organisations internationales relayer de la propagande et de la désinformation. Et donc, voilà. Là, parce que ils ne peuvent pas mettre en cause le gouvernement congolais, ils ont choisi un silence coupable. Mais alors, Tite, ces bombardements à Massissi interviennent un peu après des propos que Sylvain Ekenge, ancien porte-parole de FARDC, qui avait dit. Est-ce que voyez-vous un lien entre les propos qu'il avait tenus et ces bombardements qui se sont passés ces jours-ci? De vrai, on peut trouver un lien si on le cherche. Les bombardements, c'est vraiment pour attester qu'on veut continuer la guerre, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est la décision du chef suprême des armées. Le premier commandant des FARDC s'appelle Félix Tshisekedi. Les propos du général Ekenge, c'est aussi l'illustration de la politique du gouvernement congolais. On ne peut pas parler de dérapage du ministre burundais des Affaires étrangères. Ça n'était pas un dérapage, c'était réfléchi, sauf que ça vient mal à propos. Le général Ekenge, quand même, prépare son document. Il vient à la RTNC, qui est la première voix officielle du gouvernement. C'est la radio et la télévision nationale. Il y a un journaliste qui est expérimenté, qui est directeur de l'information, d'après ce que nous avons lu. Et donc, ça, c'est préparé. La préparation indique qu'il y a une préméditation. Le général Ekenge n'est pas le dernier des Kadogo, des FARDC. Il est instruit, il est expérimenté, il a passé une bonne partie de sa carrière à l'Est. Dans les opérations Sokola, Amanikwetu, Kimia et tout ça. Le général Ekenge était là, porte-parole de ces opérations-là. Donc il connaît la sociologie de l'Est, mais il vient pour confirmer la politique du gouvernement congolais. Il vient pour relayer la reprise à leur compte des 10 commandements des Hutus, qui est quand même le canal par lequel RTLM et Kangoura ont incité les Hutus à massacrer les Tutsis. Il vient chosifier la femme Tutsi, ce qui a été fait au Rwanda en 1994. Au nom de quoi? Même ivre mort, un général de son état peut dire « Méfiez-vous quand vous voulez épouser une femme Tutsi ». Il y a des limites qu'on ne devrait pas franchir. Et ça, c'était bien. Il lisait son document. Quand Mouyaya dit les discriminations dont on parle ici en République démocratique du Congo proviennent du Rwanda. Quand le chef de l'État dit, Anabakos bleu, face caméra, face aux journalistes, que ces gens-là, c'est les Tutsis congolais, sont des infiltrés. Vous voyez bien que les propos du général Ekenge viennent s'emboîter dans les propos de Mouyaya qui est ministre de la communication, porte-parole du gouvernement.
ils viennent s'emboîter au propos du chef de l'État. Et donc, c'est une véritable politique nationale assumée par les plus hautes autorités du gouvernement. Donc voilà, il y a... Après, il n'est pas limogé, il est suspendu de son poste. La suspension, c'est vraiment une mesurette. On suspend quelqu'un parce que ça fait 2-3 fois qu'il est en retard au bureau, parce qu'il ne remet pas son rapport à temps. La suspension, c'est une mesure administrative. Ça n'est pas à la mesure du discours de haine préparé et venu diffusé à la télévision nationale. Le TPIR nous a démontré dans le procès des médias de la haine que de tels propos relèvent du crime de génocide. Il ne suffit pas de prendre sa machette ou de prendre le fusil pour tuer et dire qu'on est génocidaire. Ces propos sont des propos génocidaires. Et voilà, il n'y a pas de suite judiciaire. Non, on est là. On le suspend pour faire plaisir à l'indignation que cela a soulevé et, comme on dit, de laisser passer la vague. Mais alors, Tite, selon vous, si nous combinons tout ça, discours de haine, exaction et manque de réaction internationale comme il le pourrait, est-ce que vous ne pensez pas que cette communauté, un jour, elle sera exterminée comme le veut l'État congolais? Parce que je pense que ça fait beaucoup de temps. On parle d'exactions, on a parlé de blocus, on a parlé... Les exactions, c'est presque tous les jours. C'est tous les jours, c'est systématique. On en est arrivé au cannibalisme des militaires congolais. Parce que le faciès Tutsi ont été pris, brûlés vifs, mangés par des gens, filmés. C'est la première fois quand même qu'on voit des actes de cannibalisme filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Pas une seule fois. Je dis bien pas une seule fois. Le gouvernement congolais n'a pris des mesures contre quiconque avait brûlé vif un Tutsi congolais. Pas une seule fois. Le gouvernement s'est plutôt attelé à les rechercher comme et à les appréhender et à les amener à Kinshasa. Dans Ndolo, Makala, dans ce qu'ils appellent les prisons de la DEMIAP, c'est plein de Tutsis congolais qui n'ont jamais rien fait de mal. Mais dans le langage du gouvernement congolais, relayé par ces réseaux-là, c'est des cancrelats, c'est des traîtres à la nation, c'est des serpents. Le même lexique que le Hutu Pawa. Et donc, on comprend bien maintenant l'alliance entre le gouvernement et les FDLR qui leur ont apporté ce lexique-là anti-Tutsi, relayé par Mouyaya, sans complexe, relayé par ce qu'on appelle les communicateurs du chef de l'État. On a vu Moubengue reçu dans le bureau du président de la République. Quelques jours avant, il avait posté une vidéo, il disait c'est des cancrelats, il faut les massacrer. On a vu Mouyaya s'afficher avec une jeune dame qui appelle au massacre et à l'extermination des Tutsis. Mouyaya s'affiche fièrement avec elle. Donc c'est une politique qui est mise en œuvre. C'est pour ça que cette fameuse communauté internationale dont on parle n'arrive pas vraiment à faire pression sur l'AFC M23. Parce que curieusement, quelle est la photographie aujourd'hui en République démocratique du Congo? Les zones libérées par l'AFC M23 sont aujourd'hui les zones habitables où les populations sont en sécurité. Depuis Kanyabayonga jusqu'à Minembwe aujourd'hui. C'est cette partie du pays qui est en sécurité. Parce que Beni et ses environs est aux mains des ADF. Lesquels ADF ont des complicités dans le gouvernement? Il ne faut pas l'oublier ça aussi.
Maître Joël Kitenge a dit à la télévision, et il n'a jamais été contredit, que Muhindo Nzagi, ministre de Tshisekedi, que Julien Paluku, ministre de Tshisekedi, ont des liens très étroits avec les ADF, qui sont en train de massacrer les Nandais. Et les deux là proviennent de la tribu des Nandais. Plus haut en Ituri, le gouvernement est lié au Codeco, qui est en train de massacrer les Hema. Kinshasa est aux mains des Kuluna. Donc, les seuls endroits où vous pouvez vivre en paix et en sécurité, c'est les endroits administrés aujourd'hui par l'AFC M23. Voilà d'où ils tirent leur légitimité. Ils assurent la sécurité à la population. Mais alors, Tite, si vous essayez un peu de nous expliquer concrètement, oui. Les rares voix qui s'indignent parlent d'un risque de génocide. Est-ce que selon vous, ne pensez-vous pas qu'il y a un génocide sûr, mais lent au Congo? Parce qu'on a déjà entendu dans la région, au Burundi, on disait Kamé. Peut-être les gens attendent un génocide qui va se dérouler sur une période de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a un génocide lent, mais sûr? Il est en cours, merci beaucoup. Le président Tshisekedi lui-même avait dit on va les attraper un à un. C'est ça. Oui, le président Tshisekedi l'avait dit. Même si c'était à Lingala, on comprend tous le Lingala. Enfin, tous les rwandophones congolais comprennent le Lingala et ils ont compris ce qu'il avait dit. Dire qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo, ça n'est ni de la diffamation, ni de fausses informations. Il existe un collectif d'avocats qui a suffisamment documenté et qui a introduit même des actions en justice. La CPI est saisie par le collectif d'avocats à la tête duquel se trouve Maître Menguin, un avocat belge. Dans le collectif participent aussi des Congolais, dont Maître Innocent Nezi, dont Maître Gamakolo. Et donc, oui, il y a génocide en République démocratique du Congo et les instances internationales sont saisies. Mais alors, Tite, quelle est la position de l'opposition non armée congolaise face à cette situation dans l'Est et face aux différents processus en cours qui ont été mis en place, même si c'est... L'opposition, oui, il y a deux oppositions en RDC. Vous avez l'opposition non armée et vous avez l'opposition armée qui est l'AFC M23, devenu un interlocuteur incontournable sur la scène politique congolaise. L'opposition, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que c'est le ratage du président Tshisekedi. Il a cherché à un moment donné à rassembler tout le monde autour de lui, opposition comprise pour sa campagne militaire, et il n'a pas réussi. Parce que il y a une accusation insidieuse à Kinshasa. Quand vous êtes de l'opposition, vous êtes solidaire avec ce qu'eux appellent les agresseurs, étant donné que vous ne condamnez pas. J'ai vu beaucoup de déclarations à la fois de Katumbi, de l'ancien président Joseph Kabila, qui s'exprime très peu, mais qui avait quand même fait un discours à la nation et où il avait déroulé vraiment ce qu'il pensait du régime de Tshisekedi. Il vient de créer, je parle bien de l'ancien président Kabila, une organisation politique Sauvons le Congo, depuis les assises qu'ils ont eues à Nairobi. Vous avez pas l'adhésion de ces figures à la politique menée par le président Tshisekedi et vis-à-vis de la crise à l'Est, mis à part Fayoulou qui gesticule, qui connaît très mal la géographie et la sociologie de l'Est, qui est beaucoup plus dans la surenchère que dans la
la réflexion politique, mais les autres sont lucides. Ils disent que les causes sont internes. Ils connaissent ce problème depuis les années 90. Certains parmi eux étaient à la conférence nationale souveraine quand on a chassé les Rocabouba et les Monseigneur le Mohamedi Djoui en parlant de nationalité douteuse. Beaucoup à l'Est ici connaissent les Bangirima quand ils ont commencé à tuer les Tutsis congolais et à les vaches avec. Et donc, eux, ils disent les problèmes sont internes et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent au dialogue. Ils parlent de dialogue inclusif. Et donc, même, il y a quelque chose de pervers que j'ai failli oublier. Le pouvoir de Tshisekedi, tous ceux qui ne vont pas dans son sens, voyez ce qu'ils disent des évêques. Ça montre l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Quand les évêques proposent le dialogue inclusif, Jean-Pierre Bemba, qui est ministre de Tshisekedi, membre de son union sacrée, traite ces prêtres de politiciens en soutane. C'est pour dire on ne veut pas de votre dialogue. Le dialogue dont veut Tshisekedi, c'est pour ça qu'il quitte Doha, c'est pour ça qu'il a boudé à Washington. Il rêve, il s'est fait une illusion. Comme quoi il pourrait convoquer un dialogue national ou inclusif, mais à son avantage. C'est lui qui va poser l'agenda. C'est lui qui va déterminer qui participe, qui ne participe pas. C'est lui qui, au préalable, aura obtenu allégeance des participants. Il n'y arrive pas, c'est pour cette raison qu'il est en bisbille avec la Senko et les églises protestantes qui se sont mis ensemble pour proposer le dialogue inclusif. Et donc, comme il n'arrive pas à imposer son tempo, il s'oppose à toute initiative allant vers le règlement des conflits en République démocratique du Congo. C'est un peu ça ce que je vois dans ce qui est opposition non armée, société civile, représentée par quand même la Senko, et quelques personnalités qui sortent du lot et qui commencent aujourd'hui à accuser personnellement le président Tshisekedi. Tite, parmi les informations qui font l'actualité maintenant, le Togo a déclaré, a dit souhaiter remettre à la table des négociations Kinshasa et la FC23. Que pourriez-vous nous dire de cette énième tentative de négociation entre... Est-ce que les choses qui n'ont pas accepté à Doha, est-ce qu'ils font... Il y a une chance. Écoutez, bon, vous voyez que même moi, j'ai du mal à... Je soupire et il y a de quoi. Le Togo reprend le bâton de l'Angola parce que l'Angola prend la tête de l'Union africaine et ne peut plus être en médiation. Donc, le Togo était très présent à Doha. Je disais, l'accord cadre qui a été signé à Doha, qui reprend les points essentiels qui doivent être analysés en profondeur et qui peuvent produire des propositions pour la paix durable à l'est du Congo. Il y avait comme une passation de témoins entre Doha et Lomé. Une fois ceci fait à Doha, maintenant, les étapes qui vont suivre se passeront à Lomé. C'était un peu ça.
Et on avait vu le président Tshisekedi de retour d'Europe qui avait fait escale à Lomé pour discuter un peu de ça et prendre le pouls. On a vu le président togolais qui était venu à Kinshasa. C'était aussi dans cet esprit-là. Le Togo est disposé à continuer. C'est comme une offre qu'ils font. Ils disent voilà. Nous reprenons le flambeau de Doha. Très bonne question. Ce qu'on n'a pas réussi à faire à Doha, est-ce qu'on peut le réussir à Lomé? Écoutez, nous avons entendu depuis quelques années des chefs d'État africains dire aux problèmes africains des solutions africaines. C'est, je crois, dans cet état d'esprit que s'inscrit le Togo et le président du Conseil des ministres, pour ne pas écorcher son titre, Faure Gnassingbé. Tshisekedi est aujourd'hui dos au mur, militairement. Il n'a pas réussi. Sur le plan diplomatique, il vient de montrer à la terre entière qu'il est de mauvaise foi, qu'il ne respecte pas ses engagements, qu'il n'a pas de parole, qu'il change comme des pirouettes. Transporter tout ça à Lomé, qu'est-ce qui changera dans la volonté politique du président Tshisekedi pour qu'enfin il consente à analyser les causes profondes à une seule condition, à mon sens, à une seule condition. S'il sent que son régime est menacé et que même lui pourrait perdre le pouvoir et qu'il peut s'accrocher aux discussions de Lomé, là, il laissera ses négociateurs avec beaucoup plus de marge. Je disais tantôt qu'il n'a pas de maîtrise sur la scène politique intérieure. Ça aussi, ça doit l'angoisser. Qu'est-ce qui peut encore donner une chance à Lomé? Les pressions extérieures sont assez diffuses. Hein? Vous ne sentez pas une puissance étrangère prendre les choses à main, dicter ceci, obliger ça. Si ça, ce n'est pas fait, ce sera assorti de sanctions. On aurait dû assister à des sanctions contre Kinshasa pour discours de haine, pour violation systématique des cessez-le-feu. Ça n'a pas eu lieu. C'était pour donner la chance aux négociations depuis Luanda. On va à Doha, ça ne réussit pas beaucoup. Il arrive à Washington, il boude comme un jeune garçon qui a perdu son jouet de Noël. Donc, je ne sens pas une dynamique, le vent dans le dos de Lomé pour dire on aura la fumée blanche à Lomé. Non, je suis très réservé et à la limite inquiet. Tite, nous sommes encore à une proposition du Togo. Mais est-ce que voyez-vous une participation de l'administration Tshisekedi? Parce que c'est le Togo qui prévoit de les mettre sur la table de négociation. Est-ce que voyez-vous Tshisekedi se rendre à Lomé ou bien son administration, je veux dire? Il devra aussi, déjà par respect pour le président Faure Gnassingbé, il faudra envoyer. La difficulté, c'est, je parlais de la volonté politique. Quel mandat il donne à ces négociateurs? Est-ce qu'ils ont plein pouvoir pour arriver à négocier point par point et à prendre des engagements? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce que va proposer la médiation? Parce que parfois, la médiation essaie de prendre des propositions pour en faire une synthèse. Tout ça est entre les mains de Tshisekedi.
s'il envoie des gens et qu'il essaie de diluer le mandat, ça ne servira pas à grand-chose. S'il envoie des gens et qu'il joue aux valses, ça ne servira pas à grand-chose. S'il envoie des gens en leur disant « Allez-y, mais faites tout pour faire capoter et on va faire porter le chapeau à la délégation de l'AFC M23 », cette dernière est déjà habituée aux manœuvres de Kinshasa. Donc les négociateurs de l'AFC M23, Maître René Abandi en tête, connaissent très bien les manœuvres de Kinshasa pour ne pas tomber dans ce piège, si ce piège leur était tendu. Et si, comme je le disais, tu sais, parfois, à quelque chose, malheur est bon. Si Félix Tshisekedi, comme président de la République, comme chef suprême des armées, comprend que sa survie politique dépend des résultats de Lomé, là, il lâchera la chose. Tite, si vous nous permettez pour conclure l'émission, est-ce que voyez-vous une personne sur cette terre qui pourrait faire revenir à la raison Tshisekedi? Parce que avant hier, nous avons vu l'Angola. Après, nous avons observé Doha, Washington. Demain, ça sera Lomé. Voyez-vous une personne sur terre qui pourrait dire à Tshisekedi, à son administration, de ne pas prendre cette voie qu'elle prend? Parce que participer à des négociations, c'est une. Signer des engagements, c'est une autre. Et les respecter, c'est une autre. C'est pas une personne comme telle. Il peut y avoir un concours de circonstances. Je parlais de la menace. Et là, il faut que la menace soit imminente et sérieuse. Là, il peut lâcher prise. Mais une personne comme ça, un chef d'État, la panne. Il faut qu'il sente la pression en interne, l'opposition non armée dont on parlait, la société civile de l'autre côté, la communauté internationale qui commence à dire, bon, ça commence à bien faire. On ne va pas venir tout le temps au chevet du Congo et le premier responsable congolais qui essaie de nous balader. Et donc, le chemin de Lomé, si celui-ci peut sauver son régime ou son pouvoir, oui. Auquel cas, on va encore tourner en rond. Tite, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. C'est moi qui vous remercie. Et espérons vous revoir bientôt pour la suite des événements. Ah ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout, restez branchés sur les plateformes du média IGUE.